Si vous ressentez une tension immédiate quand quelqu'un écrit Je peux passer chez toi, ou cette vidéo est-il pour vous. Pourquoi quelque chose de si simple provoque-t-il de l'anxiété chez les personnes intelligentes? Pourquoi préférons-nous un café plutôt que d'ouvrir notre propre porte? Et plus important encore, pourquoi ce rejet n'a-t-il rien à voir avec le fait d'être impoli ou antisocial? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe réellement dans votre esprit et pourquoi votre foyer est devenu votre dernier refuge. Pour beaucoup de personnes intelligentes, la maison n'est pas seulement un endroit où l'on dort ou où l'on range des vêtements, c'est une extension silencieuse de leur identité. Chaque objet, chaque recoin, même le désordre apparent, raconte une histoire intime. Ce n'est pas quelque chose qui s'exprime avec des mots, mais par la présence. C'est pourquoi, quand quelqu'un entre dans cet espace, il n'entre pas seulement dans une pièce, il entre dans une version privée du soi. Les études en psychologie environnementale expliquent que le foyer fonctionne comme un territoire psychologique. C'est le seul endroit où l'esprit baisse complètement la garde. Là, il n'y a nul besoin de jouer un rôle, de se justifier ou de s'expliquer. Tout est disposé pour servir une seule personne, celle qui y vit. Modifier cet état, même pour une courte visite, représente une rupture profonde de l'équilibre mental. Pour un esprit analytique et sensible, cette rupture est ressentie avec une intensité particulière. Il ne s'agit pas de peur d'un jugement direct, mais de quelque chose de plus subtil, la sensation d'être observé même en silence. Quand quelqu'un est assis sur votre canapé, votre esprit ne se repose plus. Il commence à évaluer ce qu'il voit, comment il l'interprète, quelles conclusions il en tire. Le foyer cesse d'être un refuge et se transforme, ne serait-ce que temporairement, en une scène. De plus, l'espace personnel est souvent organisé selon des besoins internes et non sociaux. Il peut y avoir des piles de livres, des objets sans ordre logique pour autrui, des routines qui n'ont de sens que pour celui qui les vit. En permettant à un invité de voir tout cela, la personne intelligente a l'impression d'exposer des facettes d'elle-même qu'elle ne verbalise normalement pas. C'est pourquoi l'inconfort ne naît pas de l'invité en soi, mais de ce que sa présence active. Le foyer cesse d'être un lieu neutre pour devenir un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à se regarder à travers les yeux d'un autre. C'est la première raison pour laquelle beaucoup de personnes intelligentes préfèrent garder leur espace fermé. Non par égoïsme, ni par froideur, mais parce qu'elles savent exactement ce que leur foyer. Pour une personne intelligente, l'anxiété ne commence pas quand l'invité franchit la porte. Elle commence bien avant, parfois des jours à l'avance. Au moment précis où la possibilité d'une visite est évoquée, l'esprit s'active comme un système d'alerte silencieux. Ce n'est pas de la panique, c'est de l'anticipation, une chaîne continue de pensée et qui ne s'arrête pas facilement. Des questions constantes surgissent. Quel jour viendra-t-il? À quelle heure exactement? Combien de temps restera-t-il? Faudra-t-il changer les routines? Faudra-t-il nettoyer, ranger, réorganiser des choses qui n'ont normalement pas d'importance? Chacune de ces questions semble petite, mais ensemble, elles forment une lourde charge mentale. L'esprit intelligent a tendance à prévoir des scénarios, mais cela inclut d'imaginer chaque inconfort possible. La préparation de l'espace devient un processus épuisant. Il ne s'agit pas seulement de nettoyage physique, mais de préparation émotionnelle, décider quoi montrer et quoi cacher. Ce qu'il faut laisser tel quel et ce qu'il faut modifier pour éviter des interprétations inutiles. Même des actions simples, comme déplacer un objet ou fermer une porte, cachent une réflexion profonde. À cela s'ajoute la peur de l'interruption du rythme interne. Les personnes ayant une haute capacité intellectuelle ont souvent des routines très personnelles. Elles ne sont pas toujours strictes, c'est-à-dire qu'elles sont essentielles à leur équilibre mental. Une visite brise ce flux. Elle change les horaires, les sons, les silences. Et le silence, pour ces esprits, n'est pas un vide, c'est une nourriture. L'anxiété provient aussi de l'obligation implicite d'interagir. Il ne suffit pas d'ouvrir la porte, il faut parler, écouter, répondre, être présent. Cela demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pour quelqu'un qui traite tout de manière intense, cette exigence sociale constante est vécue comme une surcharge prolongée. C'est pourquoi, avant même que la visite n'ait lieu, la personne intelligente est déjà fatiguée. Non pas parce qu'elle n'apprécie pas l'autre, mais parce que son esprit a déjà vécu l'expérience de nombreuses fois avant qu'elle ne soit réelle, et quand le jour arrive enfin, l'épuisement est déjà là. Ce deuxième motif explique pourquoi, pour beaucoup d'esprits brillants, la simple idée de recevoir quelqu'un chez soi peut s'avérer plus épuisante que la visite elle-même.
Pour beaucoup de personnes dotées d'une grande intelligence, le foyer n'est pas seulement un lieu physique, c'est un refuge mental. C'est le seul espace où elles n'ont besoin de rien expliquer, de rien justifier, ni de s'adapter à qui que ce soit. C'est pourquoi, quand quelqu'un entre dans cet espace, même un proche, une sensation inconfortable apparaît. Celle de jouer un rôle sur son propre territoire. Soudain, chaque geste semble observé. Chaque silence devient pesant, la façon de s'asseoir, de bouger, de parler, même de regarder son téléphone devient consciente, non pas parce que le visiteur juge, mais parce que l'esprit intelligent anticipe toute interprétation possible, et cette anticipation ne se repose jamais. La conversation cesse d'être naturelle, même si les mots coulent, là, il y a intérieurement un contrôle constant. Que dire, que ne pas dire, quand parler et quand se taire. Il ne s'agit pas de fausseté, mais d'une adaptation forcée. Une adaptation qui consomme de l'énergie car elle va à l'encontre de l'authenticité qui règne normalement dans cet espace. Même les moments de silence deviennent embarrassants. Dans la solitude, le silence est profond et réparateur. Avec une visite, le silence semble être une obligation sociale qui doit être rompue. La pression de combler le vide apparaît, de maintenir une interaction constante, même si elle n'est pas nécessaire. Et cette pression pèse lourd. Eh bien, pour ces personnes, le foyer est le seul endroit où elles peuvent cesser de penser à la façon dont elles sont perçues. Quand cela est perdu, ne serait-ce que pour quelques heures, une sensation d'invasion subtile surgit. Pas agressive, mais persistante. Comme si quelque chose d'intime était exposé malgré soi. C'est pourquoi beaucoup de personnes intelligentes n'aiment pas recevoir de visites, même si elles apprécient ceux qui viennent. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de la froideur. C'est la difficulté d'être soi-même quand l'espace qui définit cette identité cesse d'être complètement privé. Ce point marque une rupture importante. La maison n'est plus seulement une maison, elle devient une scène. Et personne ne veut passer sa vie à jouer un rôle trop longtemps. Quand la visite s'en va enfin et que la porte se referme, ce n'est pas le soulagement immédiat que beaucoup imaginent qui arrive. Le silence revient, certes, mais avec lui apparaît une fatigue profonde, difficile à expliquer. Ce n'est pas un épuisement physique, c'est une usure mentale accumulée, silencieuse et persistante. Pendant toute la visite, l'esprit a été actif sans relâche, analysant les tons de voix, les expressions, les silences, les gestes, ajustant les réponses, pesant les mots, anticipant les réactions. Tout cela se produit sans que personne ne le remarque de l'extérieur. C'est pourquoi, quand cela se termine, le corps reste immobile, mais l'esprit continue de s'emballer. Des pensées répétitives apparaissent. Ai-je trop parlé? Ai-je dit quelque chose d'inutile? Mon inconfort s'est-il vu? Ont-ils bien interprété mes silences? Peu importe que la visite ait été agréable, l'esprit intelligent passe en revue chaque détail comme s'il avait besoin de clore un cycle qui ne s'est jamais tout à fait terminé. Cet épuisement ne se dissipe pas en quelques minutes. Parfois, il dure des heures. Parfois, toute la journée, la personne peut se sentir irritable, distante ou simplement vide sans raison apparente. Et cela génère de la culpabilité car de l'extérieur, il n'y a eu aucun conflit. Juste une visite normale. Alors, pourquoi cette fatigue? La réponse réside dans l'effort invisible de maintenir une version socialement fonctionnelle de soi-même pendant trop longtemps. Pour quelqu'un d'une grande intelligence, cet effort n'est pas léger, il est profond, constant et émotionnellement exigeant. C'est pourquoi beaucoup de gens évitent les visites, non par désintérêt, mais par autoprotection. Ils savent, même s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer, qu'ils auront ensuite besoin d'une longue période de silence pour se sentir à nouveau entiers. Et ce silence n'est pas de l'isolement, c'est de la récupération. Toutes les solitudes ne se valent pas, et pour un esprit hautement intelligent, cette différence change tout. Il existe une solitude qui étouffe, qui naît du rejet, de l'abandon, du sentiment d'être invisible, même entouré de monde. Cette solitude pèse, blesse et use, mais il en existe une autre, beaucoup plus silencieuse, qui ne fait pas mal. Elle guérit. La solitude choisie n'est pas une fuite, c'est un acte conscient. C'est le moment où la personne décide de se retirer du bruit pour s'écouter à nouveau. Après trop de voix, trop d'opinions, trop d'attentes d'autrui, l'esprit a besoin de retrouver son propre rythme. Et il n'y parvient que lorsque le monde s'éteint un peu. Dans cet espace intime, nul besoin de jouer un rôle ou de tout expliquer. Il n'est pas nécessaire de répondre vite ou de maintenir une conversation constante. Et l'esprit peut divaguer, relier des idées lointaines, revisiter des émotions restées en suspens lors du contact social. C'est là que la clarté est retrouvée. C'est pourquoi beaucoup de personnes intelligentes se sentent incomprises lorsqu'elles disent avoir besoin d'être seules. De l'extérieur, cela ressemble à de la froideur, de la distance ou même de l'arrogance, mais en réalité c'est de la survie émotionnelle. C'est la seule façon qu'elles connaissent pour se sentir à nouveau entières,
après avoir trop donné d'elle-même. Le problème surgit quand ce besoin est confondu avec un rejet des autres. Arrivent alors les questions embarrassantes, les mauvaises interprétations, la pression sociale pour sortir plus, parler plus, être plus accessible, et peu à peu, la solitude qui guérissait commence à faire mal. Car quand on ne peut plus la choisir, elle cesse d'être un refuge pour devenir un châtiment. Les esprits les plus profonds ne craignent pas d'être seuls, ils craignent de ne pas pouvoir l'être quand ils en ont besoin. Et cette différence explique pourquoi, parfois, ils préfèrent disparaître un temps plutôt que de rester et de se briser intérieurement. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas parler, c'est ce que beaucoup de conversations ne leur disent rien. Pour un esprit hautement intelligent, le dialogue n'est pas qu'un simple échange de mots. C'est une connexion, c'est de la profondeur, c'est sentir que ce qui est dit a du poids, du sens, une direction. C'est pourquoi lorsqu'une conversation tourne inlassablement autour de la superficie, et quelque chose en eux commence à s'éteindre. Parler de la pluie et du beau temps, de rumeurs, de répétitions sans âme ne les dérange pas au début, mais après quelques minutes, une fatigue difficile à expliquer apparaît. Ce n'est pas un ennui ordinaire, c'est une fatigue mentale, comme si l'esprit gaspillait de l'énergie pour quelque chose qui ne nourrit rien. C'est pourquoi ils gardent parfois le silence, non pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils ne trouvent pas l'espace adéquat pour les exprimer. Ils savent que s'ils parlent vraiment, s'ils vont au fond des choses, ils risquent de déranger et s'ils restent en surface, ils se sentent faux. Ce conflit interne les accompagne depuis très tôt. Ils apprennent que tout le monde ne veut pas entendre des questions difficiles, des réflexions longues ou des silences inconfortables. Alors ils s'adaptent, ils réduisent leurs pensées, ils raccourcissent leurs réponses, et ils acquiescent même si intérieurement ils sont ailleurs. Pourtant, il suffit d'une seule conversation authentique pour que tout change. Une nuit, une personne, un échange honnête et soudain, le temps disparaît. Les mots coulent sans effort. Le silence ne pèse plus. Là, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, ils étaient simplement sélectifs. C'est pourquoi ils se souviennent pendant des années d'une discussion profonde et oublient des dizaines de rencontres sociales, parce que cette conversation n'était pas du bruit, c'était une reconnaissance. Et même si de l'extérieur ils semblent distants, ils attendent en réalité quelque chose de très simple et de très rare. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au-delà de la surface. Elles ne sont pas toujours seules parce qu'elles n'ont personne. Souvent, elles sont seules parce qu'elles ont appris à choisir. Après des années à se sentir différentes, incomprises ou mentalement épuisées, ces personnes découvrent quelque chose d'essentiel. Toute compagnie n'est pas bonne compagnie. Et cette compréhension change leur façon de se lier au monde. Elles commencent à protéger leur énergie avec une discipline silencieuse. Elles disent moins souvent oui. Elles annulent des projets sans longues explications, elles se retirent avant de se sentir saturées. De l'extérieur, cela peut passer pour de la froideur, de l'arrogance ou du détachement. Mais en réalité, c'est de la survie émotionnelle. Trop réfléchir a un prix, analyser chaque mot, chaque geste, chaque conséquence fatigue. Et quand cet esprit ne se repose même pas en présence d'autrui, le corps demande de la distance, non pas comme une punition, mais comme un refuge. Souvent, elles se sentent coupables d'avoir besoin de tant d'espace. Elles se demandent, il entend rien, si elles sont trop exigeantes, trop sensibles, ça c'est trop complexe. Mais avec le temps, elles comprennent qu'il ne s'agit ni de supériorité ni d'isolement, mais de cohérence interne. Être entouré de monde, mais déconnecté, fait plus mal qu'être seul et au calme. Cette solitude choisie devient un espace fertile. Là, elles pensent, créent, se souviennent, ordonnent. Ce n'est pas un vide. C'est un silence plein, un silence où les idées mûrissent et les émotions trouvent un nom. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles renoncent au lien humain. Au contraire, quand elles choisissent quelqu'un, elles le font avec une intensité profonde. Elles écoutent vraiment, elles observent avec attention, elles se livrent sans masque. Et c'est pourquoi, même si leurs cercles sont restreints, leurs relations sont souvent durables et significatives. Au final, ces habitudes étranges ne sont pas des défauts, ce sont des signes, des indices d'un esprit qui fonctionne sur une autre fréquence. Un esprit qui ne cherche pas à s'intégrer, mais à comprendre, qui ne craint pas d'être seul, mais qui valorise profondément la connexion authentique. Et peut-être qu'en écoutant cela, vous vous êtes reconnu dans plus d'un de ces comportements. Peut-être avez-vous toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre en vous. Mais peut-être n'était-ce pas de la bizarrerie, c'était peut-être de la profondeur,